La guerre a commencé en Ukraine et un Belge est entré dans l'enfer le même jour. Un mois après la libération d'Olivier Van de Castell, le Premier ministre Alexander De Croo a accordé une interview exclusive à nos télés. Cette photo, c'était le premier moment où on s'est dit on a réussi. En sa compagnie, nous reviendrons sur les négociations secrètes qui ont permis la libération de l'humanitaire tournaisien le 26 mai dernier. Chaque réunion par rapport à Olivier Van de Castell, on mettait les téléphones dehors. C'était toujours des réunions très confidentielles. Durant Près d'une heure, il nous parlera également de la détermination et la mobilisation de toute une famille, mais également de centaines de milliers de citoyens. Dans la politique, avoir des pensées générales, c'est facile, mais quand on est confronté à l'humain, c'est extrêmement compliqué. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Goeiedag, bonjour. Merci de nous accorder cette interview exclusive pour nos télés à propos de la libération d'Olivier Van de Castell. Alexander De Croo, nous sommes le 26 mai 2023, il est 13h05 précisément lorsque vous publiez sur vos réseaux sociaux une photo d'Olivier Van de Castell qui se tient debout dans un avion militaire belge. Cette photo, vous la publiez avec cette phrase « Eindelijk vrij », enfin avec nous. Pour Olivier Van de Castell, c'est la fin de 455 jours de détention arbitraire. J'ai un peu les frissons quand vous le dites parce que cette photo, c'était le premier moment où on s'est dit on a réussi. Et on savait le 18 mai qu'on avait un accord avec l'Iran, mais entre le 18 et le 26, mais en fait que le moment où on avait cette photo, c'est le moment où on avait cette photo, on a dit mais voilà. On a réussi. Et les minutes avant, on était toujours dans un doute incroyable. Et voilà, cette photo, ça montrait qu'il était là. Et on savait que ça voulait dire que l'avion avait décollé de Muscat. Et donc, on savait que voilà, il était en route pour la Belgique. Alors, mais ça me fait toujours des émotions, ce moment-là. À 21h30, l'avion atterrit donc à Melsbroek. Quel sentiment vous envahit quand vous voyez Olivier se précipiter dans les bras de sa famille ? C'était un moment assez étonnant parce qu'on était là, je pense, une vingtaine sur une sorte de terrasse. Et naturellement, on était tous heureux, on se parlait, l'ambiance était bonne et vraiment, on sentait certaines vibrations et on voyait l'avion qui arrivait, qui atterrissait. Et c'est très étonnant, le moment où l'avion a mis les roues sur terre, le silence est venu. Et je ne sais pas très bien pourquoi. On voyait que pendant 10 minutes, on a regardé cet avion qui venait vers nous. Et quelques minutes, on a vu les portes s'ouvrir, on a vu la famille qui est venue, tous des gens qu'entre-temps on connaissait assez bien. On a vu Olivier sortir et vraiment pendant 20 minutes, où avant l'ambiance était très bonne, c'était le silence absolu. Et finalement, lorsque vous voyez le bonheur qui est perceptible sur le visage des membres de sa famille, est-ce que cela valait tous les efforts déployés ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, la philosophie, c'est, vous savez, en Belgique, on ne laisse pas un Belge tout seul. Et un Belge qui est innocent, qui n'a rien fait de mal, on ne le laisse pas comme ça traîner à l'autre côté de la planète et on dit, voilà, bon, bah, c'est votre problème. Non, c'est pas ça la Belgique. La Belgique, c'est un pays où on ne laisse personne derrière et certainement pas quelqu'un qui est innocent dans une prison. Alors vous l'avez dit, vous êtes quelque peu resté bouche bée sur le tarmac. Il n'y avait que des membres de la famille, des proches également. Aucune personnalité politique. C'était une volonté de rester en retrait ? Oui, tout à fait. Honnêtement, voilà, moi, j'ai naturellement beaucoup parlé de Olivier Van de Castell, mais on ne se connaît pas. Et donc, oui, c'est normal que quand il descend de l'avion et qu'il sort de l'enfer et il revient voilà, à l'endroit qu'il connaît avec sa famille, réfléchissez vous-même. Qui est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir un Premier ministre ou vous voulez voir votre famille? Mais vous voulez voir votre famille. Et j'ai toujours été très clair en disant, voilà, on est là. S'il a envie de nous voir, bah, très bien, je serais ravi de faire connaissance. S'il s'est dit, j'ai envie de faire autre chose, je veux manger des moules avec des frites ou boire de la bière,
je respecte ça, c'est normal. Et bon, voilà, je suis très heureux que j'ai eu l'occasion de lui parler. Nadat Olivier door zijn familie onthaald werd, had u een korte onderhoud met hem. Wat waren zijn eerste woorden? Weinig, we hebben elkaar vastgenomen. En ik aarzelde een beetje, omdat ik heb heel veel over hem gesproken, maar we kennen elkaar niet. Maar ja, er creëert zich natuurlijk een band. En het was wel heel pakkend om iemand waar je een jaar en een half voor gewerkt hebt, om hem dan te ontmoeten. En dan hebben we allemaal geluisterd naar hem over zijn verhalen, hoe hij de moed gehouden heeft. Hoe hij elke avond op zijn hand een zin schreef om hem moed te geven. Hoe hij dan 's morgens wakker werd en die zin las. Hoe hij probeerde in goede mentale en fysieke gezondheid te blijven door in een cel van 3 meter op 5 toch 20 kilometer per dag te lopen. Je kan je eigenlijk niet inbeelden hoe je dat doet, door zichzelf te dwingen om na te denken, om dingen op te schrijven enzovoort. Ik kan alleen maar een onwaarschijnlijke bewondering hebben voor hoe sterk hij zich heeft kunnen houden. In een omgeving die er alles aan deed om hem zo klein mogelijk te krijgen, is hij eigenlijk een groot persoon gebleven. La libération d'Olivier Van de Castel était minutieusement préparée, dans les moindres détails, avec la plus grande discrétion. Et vous l'avez dit en début d'interview, c'est finalement le 18 mai, soit 8 jours avant sa libération, que vous parvenez à un accord entre ministère belge et ministère iranien. Concrètement, que prévoyait la totalité de cet accord? Alors, on avait un accord avec 2 volets. Naturellement, le premier volet qui était la libération d'Olivier Van de Castel, dont on a naturellement beaucoup parlé. Mais à ce moment-là, naturellement, je savais qu'il y avait un second volet, qui était la libération de 3 autres Européens, un Danois et 2 Autrichiens. On n'avait pas de certitude que ce deuxième volet allait se réaliser. Et donc voilà, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Et je pense qu'il y avait 4-5 personnes qui étaient au courant de cela. J'en ai parlé à personne, ni à Olivier Van de Castel quand je l'ai rencontré, parce que voilà, je voulais vraiment qu'on puisse libérer ces 3 autres personnes ici. Il y a eu ici énormément d'émotions par rapport à Olivier Van de Castel, mais cette même émotion, c'était aussi pour les 3 autres. Et pour nous, naturellement, Olivier Van de Castel est important, mais au Danemark, l'autre personne était importante, et en Autriche, les 2 autres personnes étaient importantes aussi. Le gouvernement belge a d'ailleurs été remercié. Oui, on a été remercié, on a été demandé aussi. Il faut savoir que dans toute cette période avant, beaucoup de mes collègues sont venus me voir et ont dit, voilà, on sait que vous avez un Belge qui est là, mais nous aussi, nous avons des ressortissants de nos pays qui sont là et qui ont posé la question en disant, voilà, mais est-ce que vous pouvez nous aider? Et moi, j'ai toujours été très clair que je voulais faire, naturellement, tout pour Olivier Van de Castel, mais que je voulais utiliser cette occasion pour aussi libérer d'autres personnes. Et on est heureux qu'on a pu le faire. Mais d'un autre côté, voilà, un pays comme la Belgique, je pense que c'est ça, nous sommes cela. On pense à nous-mêmes et on pense aux autres aussi. Alors vous avez parlé de discrétion. Effectivement, même les membres de votre gouvernement n'étaient pas au courant de cette libération. Ils sont mis au courant par vous-même la veille. Dans quelles circonstances, comment vous leur avez annoncé? Je pense qu'ils ont dû déposer notamment leur GSM à un endroit. Alors, en fait, pour chaque réunion, et j'en ai eu au moins une trentaine, chaque réunion par rapport à Olivier Van de Castel, on mettait les téléphones dehors. C'était toujours des réunions très, très confidentielles. Naturellement, pendant cette période de 455 jours, on a parfois parlé en Conseil des ministres pour expliquer où est-ce qu'on en était, quels étaient les problèmes, quelle était la trajectoire juridique qui était quand même pas évidente. Et souvent, mes collègues ministres m'ont parfois demandé, bon, est-ce que tu as des nouvelles, etc. Donc c'était quelque chose qui était là, mais c'est vrai que le moment où, donc, le soir même, j'ai annoncé ça, oui, c'était la surprise totale. Ça faisait déjà 8 jours qu'on avait planifié, mais on avait une sorte de livre de planning avec tous les scénarios qui pouvaient se passer. On avait vraiment tout établi avec tout ce qui pouvait se passer mal et qu'est-ce qu'on faisait quand les choses se passent mal. Ce moment-là, en Cairn, était le moment décisif. C'était vers 11h du soir. J'avais un autre sujet que j'avais mis sur l'agenda qu'on devait discuter,
mais ce n'était pas hyper urgent, mais je savais que voilà, vers 11h, j'allais interrompre et j'allais leur expliquer. Mais c'était important d'avoir l'accord du Cairn, naturellement, parce que voilà, il y avait un avion belge qui décollait. Mais c'était une discussion voilà, ça a duré 20 minutes, c'était pas très long. Il y a eu un soulagement. Oui, il y a eu un soulagement énorme. Et voilà, tout le monde a été extrêmement professionnel. On a pu garder ça complètement confidentiel. Mais voilà, moi j'ai toujours gardé un certain doute si on allait y arriver. Et c'est une des périodes les plus... Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui se stresse rapidement, mais c'était quand même une période stressante. Et j'ai dû faire certaines choses qui étaient un peu spéciales. Cette petite vidéo où j'expliquais à la population belge, ben voilà, Olivier Van de Castell se trouve dans un avion. J'ai fait cette vidéo avant qu'il était dans l'avion. Je n'avais pas le choix. Et normalement, une vidéo comme ça, je le fais en 1 ou 2 fois. Je pense que j'ai dû le faire 15 fois. Parce que j'étais tellement tendu et je ne me sentais pas à l'aise de faire une vidéo qui annonçait quelque chose au moment où, à ce moment-là, ce n'était pas encore le cas. Je ne me sentais pas confortable par rapport à ça. Cette opération, vous l'aviez baptisée Opération Blackstone. Pour quelle raison? Alors, parce que le monsieur Blackstone est un philosophe britannique qui avait dit... il vaut mieux libérer quelqu'un qui a été prouvé coupable que de devoir avoir quelqu'un qui est innocent en prison. Et c'est un principe important dans les discussions juridiques, c'est que voilà, libérer quelqu'un qui est coupable, on peut le faire pour éviter que quelqu'un qui soit innocent soit mis en prison. Et c'était la situation dans laquelle on se trouvait. Olivier Van de Castell était innocent et je pense que c'était la bonne démarche, mais ce n'est pas une démarche qui était évidente. Vous avez vu, la discussion au Parlement n'était pas facile et c'est un vrai dilemme humain à avoir. Mais cette phrase m'a inspiré. En fait, c'est notre ministre de Justice, Vincent Van Quickenborne, qui l'a trouvé. Et voilà, c'était une évidence par rapport à cette opération, parce que c'est ça qu'on a fait, oui. On reviendra aux discussions un peu plus tard, mais revenons, si vous le voulez bien, au 24 février 2022, le soir où Olivier Van de Castell est arrêté. Vous en serez très rapidement mis au courant? Oui. Ce 24 février était un jour malheureusement mémorable, parce que le matin de cette journée-là, j'ai été appelé vers 4 heures du matin, pendant la nuit, par Sophie Wilmès, qui était ministre des Affaires étrangères, pour me dire que la guerre avait commencé en Ukraine et que voilà, les Russes avaient été entrés sur le territoire ukrainien. Et donc, pendant toute la journée, on a travaillé là-dessus et on avait un Cairn, donc une réunion des ministres le soir, par rapport à la situation et par rapport à des livraisons d'armes qu'on voulait faire pour aider les Ukrainiens. Et dans la marge de cette réunion, on avait fini cette réunion, Sophie Wilmès est venue vers moi, elle m'a dit il y a un Belge qui a été emprisonné à Téhéran, il s'appelle Olivier Van de Castell, on avait peu de nouvelles à ce moment-là, mais voilà, la guerre a commencé en Ukraine et un Belge est entré dans l'enfer le même jour. Alors au départ, vous demandez à la famille de faire preuve d'une discrétion totale. Elle accepte cette confidentialité. Pour quelle raison était-ce important qu'il y ait vraiment un secret autour de cet enlèvement? D'abord, pour essayer d'estimer dans quelle situation on se trouvait. Il faut savoir que l'Iran est un pays énorme, mais c'est un pays assez opaque. C'était assez compliqué de comprendre, mais à qui est-ce qu'on doit s'adresser? Est-ce qu'on doit s'adresser au gouvernement? Est-ce qu'on doit s'adresser au service de renseignement? Est-ce qu'on doit s'adresser à l'ambassade ici? C'était vraiment pas clair qu'est-ce qui était en train de se passer. Peut-être que c'était juste pour quelques jours, peut-être que, voilà, on a vu que c'était beaucoup plus long. Donc on avait vraiment besoin d'un peu de temps pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. On avait besoin aussi d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va s'y mettre, comment est-ce qu'on fait. Et si ça aurait été un débat public tout de suite, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et honnêtement,
il y a une vraie relation de confiance qui s'est créée avec la famille Van de Castell. Je les ai rencontrés 5 fois. Pendant cette période, on s'est compris. Pendant cette période de 5 mois, on a pu garder ça entre nous. Ça nous a vraiment aidés. Mais d'un autre côté, à un moment donné, c'est devenu public. Et c'est vrai que nous, on avait une certaine crainte. Ben voilà, si ça devient public, est-ce que ça va devenir plus compliqué au moins? Il y a une pression politique et médiatique. Oui, ça c'est clair. On craignait que ça allait devenir plus difficile. Mais en fait, le fait que c'est devenu public, ça nous a finalement beaucoup aidé. Parce qu'on n'a jamais autant parlé d'une personne en Belgique que d'Olivier Van de Castell. Et donc, toute leur démarche publique, finalement, nous a aussi beaucoup aidé. Mais vous-même, quand vous rencontrez pour la première fois cette famille, comment, en tant qu'être humain, fait-on face à un désarroi complet et à des attentes aussi incommensurables? Oui. Tout à fait. Ça a été un moment décisif parce que, vous savez, souvent, on dit il ne faut pas négocier avec des preneurs d'otages. Il ne faut pas négocier avec des terroristes. C'est des phrases qui sont assez faciles à dire et qui, honnêtement, était aussi mon opinion. Mon opinion, au début, était aussi, mais voilà, on ne négocie pas avec des preneurs d'otages. Et puis, on a des gens en face de soi. Et on a une sœur, et on a un ami en face de soi qui parle, voilà, qui parle d'un être humain, qui explique comment il est innocent, etc. Et c'est souvent le cas. Dans la politique, avoir des pensées générales, c'est facile, mais quand on est confronté à l'humain, c'est extrêmement compliqué. Et donc, voilà, ils m'ont d'abord montrer leur possibilité de rester calme et d'avoir une discussion ouverte, mais bon, aussi sentir naturellement l'angoisse qu'ils avaient. Ils avaient très peu de nouvelles d'Olivier à ce moment-là. Et j'ai beaucoup réfléchi après ça. J'ai beaucoup réfléchi en disant, mais voilà, quelle est mon opinion finalement? Et voilà, à un moment donné, je me suis décidé. Et à un moment donné, je me suis décidé, et j'ai fait ça ensemble avec Sophie Wilmès et avec Vincent Van Quickenborne, mais j'avais formé mon opinion moi-même. À un moment donné, je me suis décidé, ben voilà, on va libérer ces Belges. Et on fera tout ce qui est nécessaire pour libérer ces Belges. Vous l'avez dit, vous avez rencontré 5 fois la famille, mais le ministère des Affaires étrangères et vos collaborateurs bien plus de fois. Finalement, aujourd'hui, cette famille, elle s'accorde à dire qu'elle a été soutenue, elle a senti ce soutien important de hauts responsables politiques. Ce n'est pas quelque chose qui se fait finalement peut-être ailleurs, dans d'autres pays. Ici, vous avez directement pris le taureau par les cornes. Oui. Bah, tout d'abord, je pense que nos services de sécurité et d'affaires étrangères ont fait un travail incroyable. Il faut savoir qu'une situation comme celle-là, pour un pays comme la Belgique, c'est assez inédit. Si vous êtes la France, les États-Unis, oui, c'est plus courant. La Belgique, bah voilà, la dernière fois qu'on a eu une situation comme ça, il y a 30-40 ans de cela. Donc on n'a pas l'habitude de gérer des situations comme celle-là. Mais très vite, voilà, je me suis dit, bah, c'est un dossier délicat, je vais les gérer moi-même, ensemble avec les deux autres ministres, et ensemble avec nos services, qui se sont montrés quand même, je pense, vraiment à la hauteur. Les retours qu'on a maintenant d'autres pays, et ce qu'on a fait est quand même quelque chose d'assez délicat. Les retours qu'on a maintenant des pays qu'on a aidés, Danemark et Autriche et d'autres pays, nous disent, ben voilà, la Belgique a vraiment montré ce qu'elle sait faire. Et pourtant, très vite, vous vous êtes rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué de négocier avec l'Iran et qu'aussi la présence diplomatique belge sur place aurait très peu accès aux prisonniers. Oui, on a essayé de maximiser ce qu'on appelle les visites consulaires. C'est la visite qu'on peut avoir. Finalement, il y en a eu que 8, je pense. On aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais là, clairement, il ne faut pas sous-estimer naturellement la manipulation auquel Olivier Van de Castell a été exposé, et aussi la famille. La famille qui a vraiment, mais vraiment pu garder bien les choses calmes, bien faire la différence entre des gens sérieux et des fantasques qui ont essayé de leur expliquer plein d'histoires. Je pense qu'on sous-estime vraiment la pression énorme auquel elles étaient exposées. On avance un peu dans le temps et à la mi-mai 2022, une solution est envisagée, c'est l'application d'un traité de transfèrement. Un traité de transfèrement qui existe déjà avec 74 autres pays. Olivier Van de Castell pourrait être échangé contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien qui est condamné en Belgique pour attentat terroriste.
Cette solution qui est envisagée, vous la formulerez d'abord en Cairns, avant de la formuler 2 mois plus tard à la Chambre. C'est dire si on reste encore dans une communication très prudente et qu'on reste dans le secret finalement. Oui, tout à fait, parce que bon, voilà, cette construction-là n'était clairement pas évidente et je voulais d'abord la discuter en Cairns. J'ai eu aussi beaucoup de discussions individuelles avec certains ministres parce qu'elle est clairement pas évidente. Mais à un moment donné, voilà, le gouvernement s'est rassemblé autour de cela. Et pour moi, c'était important de le faire en toute transparence. Là, moi, je suis un démocrate. Pour moi, l'état de droit est important. Et je sais qu'il y a des gens qui me disaient, mais voilà, il suffit de faire comme ça, comme dans les films. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis lié à la loi, je suis lié aux règles de notre pays. Et donc, on a cherché une méthode qui était étanche. Ça voulait dire qu'on devait passer dans le Parlement. Et bon, la discussion, naturellement, est devenue très vite quelque chose de très, très symbolique. Aussi par rapport à la personne. Pour nous, le traité, naturellement, n'était pas spécifique par rapport à Olivier Van de Castell. C'est un traité classique. Bon, le débat parlementaire a eu lieu. Et ça, je pense que c'est important. C'est important. En Belgique, on l'a débattu en toute ouverture, toute transparence. Il y a des autres pays, mes collègues européens me disaient, mais nous, on ne le ferait pas comme ça. Hein. Pourquoi vous avez fait ça dans le Parlement? Pour moi, c'était important de le faire dans le Parlement. On a entendu les différentes positions. On a entendu des parlementaires qui faisaient problème. Il y en a d'autres qui l'ont défendu. Mais il y a une majorité démocratique dans notre pays pour faire ce qu'on a fait. Alors, après ça, on a eu la Cour constitutionnelle qui a posé des questions. Mais il y a un support démocratique pour faire cela. Et pour moi, c'était crucial. Sans cela, oui, ça aurait été difficile, je pense. Alors finalement, le secret sera rendu public fin juin. Et le nom d'Olivier Van de Castell est publié officiellement par les opposants au régime sur leur canal de communication. Quelques jours plus tard, la famille d'Olivier Van de Castell choisit, via notre télévision régionale, de communiquer en français et en néerlandais pour alerter l'opinion publique. Comment cette sortie a-t-elle été perçue ? On était au courant et on comprenait ça. Je pense que voilà, c'est normal qu'à un moment donné, il fallait rendre ça public et on en avait parlé. On comprenait pourquoi cette nécessité. Après ça, il y en a eu plein d'autres. On a gardé contact, on s'est vu assez souvent. Après ça, oui, c'est en effet devenu quelque chose de public. Et regardez jusqu'où c'est venu. À la fin, c'était presque quelque chose au quotidien, avec des photos d'Olivier partout, avec des drapeaux, avec des actions. Je pense que ce n'était pas uniquement les grands événements. Ils allaient dans les écoles, dans les associations, etc. Ça montrait, et je pense que c'est important, notre volonté et la volonté de la famille de tout faire pour libérer quelqu'un d'innocent. Olivier verbleef onder andere in de Evin-gevangenis in Teheran, een plaats waar mensenrechten, schendingen en folteringen worden beoefend. Vreesde u voor zijn gezondheid en zijn leven, zoals zijn familie? Ja, het heeft een impact op zijn gezondheid. Iemand kan niet 455 dagen in isolement zitten met continu het licht aan, met geen bed, niets van infrastructuur. Dat kan niet anders dan dat het een zware gezondheidsimpact heeft. En we wisten via onze diplomaten die soms op bezoek mochten gaan dat het een zeer zware impact op zijn gezondheid had gehad. En toen hij uiteindelijk veroordeeld werd, was dat natuurlijk wel een moment waar we voor vreesden. En het leven van Olivier Van de Castell is altijd onze eerste prioriteit geweest. En je onderhandelt met een land waar het niet altijd duidelijk is met wie je moet onderhandelen en waar je ook niet altijd duidelijk weet wat er juist gebeurt op basis waarvan dat gebeurd is. Ik heb altijd, bijvoorbeeld in mijn gesprekken met de Iraanse president, als nummer 1 prioriteit gehad zijn omstandigheden moeten verbeteren. En natuurlijk altijd duidelijk gemaakt dat we alles zouden doen om hem te bevrijden. Maar ik denk dat niemand zich kan inbeelden wat dat is. En ik denk de enige persoon
die dat kan uitleggen is Olivier van de Castelen zelf. En misschien zal hij het doen en misschien zal hij het niet doen. En als hij het niet doet, dan denk ik dat we daar veel begrip moeten voor hebben. Het moet absoluut niet evident zijn. En het is 455 dagen en het zijn 455 dagen die gegrift zijn in zijn leven. Alors vous l'avez dit, en Belgique, il y a eu des débats et la possibilité d'activer le traité de transfèrement, finalement, est votée lors d'une session parlementaire au sein de la Chambre le 20 juillet 2022. 79 élus sont pour, 41 contre et 11 s'abstiennent. Mais au lendemain de ce vote, certains y voient comme une forme de chantage, peut-être aussi une mise en danger de Belges qui se trouvent en Iran et qui pourraient eux aussi servir de monnaie d'échange, alors que, vous l'avez aussi précisé, certains pays ne s'embarrassent pas de ces considérations. Non, je pense que c'était la seule bonne méthode de le faire. Mais c'est vrai qu'au moment qu'on le faisait, on se posait des questions. Parce que naturellement, c'était quelque chose qui était très public. Ceci pour ça qu'on n'a pas fait ce que l'Iran voulait. Ce que l'Iran voulait, c'était échanger un prisonnier pour un prisonnier. Et on ne l'a pas fait. On a échangé un prisonnier pour 4 prisonniers. Et donc, pour moi, ça montre qu'on a été très clair qu'on n'acceptait pas cette méthode de prise d'otage. Et que si vous faites ça avec la Belgique, ce ne sera pas une négociation facile. Ce sera une négociation où on sera sur la pointe et on a pu imposer notre vision par rapport à ce qui devait se passer. Ça montre aussi votre capacité à négocier dans de telles situations ? Oui, mais je parlerai quand même surtout de nos services qui l'ont fait. C'est vrai que oui, j'ai eu des appels téléphoniques avec le président iranien, j'en ai eu 2. J'ai eu des réunions avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai toujours été extrêmement clair. Et naturellement, la ligne directrice des négociations, oui, c'était la mienne. Et on se disait toujours, dans des moments de doute, on se disait, on a formé notre opinion, on a formé une stratégie, restons dans la stratégie. Mais on a eu des moments de doute, ça c'est clair. Et on s'est toujours dit, restons dans la stratégie, il y a une raison pourquoi on l'a défini comme ça. Mais la négociation même, c'est nos services de sécurité qui l'ont fait. Et on a vraiment des gens exceptionnels qui ne pourront jamais dire qu'ils l'ont fait. Et on le saura jamais. Mais c'est des gens tout à fait exceptionnels avec un sens civique qui est extraordinaire. Alors en décembre, après le début de la grève de la faim d'Olivier, la Cour constitutionnelle décide de suspendre le traité de transfèrement. Quelques jours plus tard, vous rencontrez la famille et vous lui annoncez qu'Olivier est condamné à 28 ans de prison. Psychologiquement, c'est un moment très compliqué, à la fois de l'annoncer et puis de recevoir cette nouvelle pour la famille. Oui, c'était un des moments les plus compliqués et très émotionnels. Et voilà, là aussi, quand j'y pense, je le sens dans ma peau, parce que c'était vraiment un moment difficile. Mais on a aussi été très clair en disant, on va trouver une solution. Et on ne l'avait pas encore à ce moment-là, mais on était déterminés de trouver une solution. On l'a finalement trouvé, mais on était vraiment déterminés. C'est aussi durant cette période que vous subissez une pression supplémentaire importante, on l'imagine. Oui, c'était une pression énorme et normale. Mais aussi, voilà, beaucoup de gens dans notre Parlement, beaucoup de nos parlementaires qui disaient « vous devez le libérer ». Je dis « oui, je suis d'accord ». Mais personne ne m'a dit comment le faire. Et tout le monde disait « il n'y a qu'à le libérer ». Mais comment le faire? Personne ne m'expliquait. Et donc, voilà, on se sentait parfois aussi un peu seul avec notre responsabilité, mais plus déterminé que jamais. On avait fait déjà un tel parcours qu'on disait, mais voilà, là, on va arriver à la fin et on va libérer Olivier. Maar de situatie werd steeds erger. Olivier werd dus veroordeeld op 28 jaar cel. Nadien werd dat 40 jaar en 74 zweepslagen. U moest dus snel handelen, ook omdat de situatie in Iran uit de hand liep. Ja, we maakten ons daar zeer veel zorgen over. Hè. Dus die veroordeling ja, die was natuurlijk op niets gebaseerd. Maar bon, dat was toch een belangrijk signaal. Het werd ook op een bepaald moment onduidelijk wie nu juist de gesprekspersoon zou zijn in Iran. Onze veiligheidsdiensten hadden ook moeite om de gesprekken die ze hadden, om die verder te zetten. En wat wij natuurlijk vrezen,
is dat je zou kunnen in een situatie terechtkomen waar het gewoon onduidelijk is en waar je een Belg hebt die in een gevangenis zit, maar waar je zelfs niet weet op welke manier je met hem in contact moet komen. Wij voelden dat de situatie meer en meer gespannen werd. We zijn wel rustig gebleven. We hebben ons altijd duidelijk gemaakt, dit is onze strategie. Dit is de manier waarop we dit willen doen. Het gaat over Olivier van de Kastelen, maar het gaat ook over andere Europeanen. En op de moeilijke momenten hebben we altijd teruggekomen naar dit was de afspraak en we gaan dat proberen uit te voeren. Maar er zijn zeker momenten van twijfel geweest. Trouwens, mochten daar geen momenten van twijfel zijn, dan zouden we dat ook zeer slecht doen. Je moet momenten van twijfel hebben. En die momenten van twijfel, ja, die zijn niet gemakkelijk. En ik ben soms 's nachts wakker geworden, mij echt afvragend van ja, doe ik nog wel steeds het juiste? Entre-temps, Amnesty International s'empare du cas d'Olivier van de Castel. L'ONU parle de viol du droit international et de détention arbitraire d'un travailleur humanitaire. En la mobilisation citoyenne s'enflamme. Ja, en de petitie verzamelde duizenden handtekeningen. Zijn petekind sloot zichzelf symbolisch 24 uur op. Heeft u deze mobilisatie gevolgd en heeft die volksmobilisatie de overheid misschien niet beïnvloed, maar wel geraakt? Wij hadden onze positie al gedetermineerd en we hadden reeds bepaald dat wij dit gingen doen om Olivier en de 3 anderen vrij te krijgen. Maar het feit dat de publieke opinie daar zoveel steun aan gaf, ja, was natuurlijk belangrijk. Want dat toonde dat voor een deel het debat dat in het parlement plaatsgevonden had, intussen volledig voorbijgestreefd was door de publieke mobilisatie die er was. En we hebben dat ook gemerkt toen meneer Van de Kastelen vrijgekomen is. Ja, de ontlading in ons land die was ongelooflijk. En dus de publieke mobilisatie die eigenlijk vooral de familie en zijn beste vriend georganiseerd hebben, ja, dat was belangrijk en dat heeft ons gesteund in ons werk. En dat heeft ook zeer duidelijk gemaakt aan Iran dat wij in België volledig overtuigd waren dat we hem gingen kunnen vrijkrijgen. En Olivier komt uit een Vlaamse familie die haar zaken startte in Wallonië. Dus werd hij gesteund zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Het is een echte Belg. Ja. En zoals zoveel in ons land, we moeten ook wel stoppen met mensen altijd te categoriseren als je bent een Vlaming of je bent een Waal of je bent een Brusselaar. Ja, we zijn Belgen en we hebben zoveel mensen in ons land. En hij heeft een onwaarschijnlijk grote steun gehad van heel veel mensen in ons land, ook buiten ons land. Heel veel steun voor hem. Olivier van de Kastelen is een mens en dat is het belangrijkste. En een mens die onterecht in de problemen zit, die moet je helpen. Nous sommes au début du mois de mars 2023. La Cour constitutionnelle valide finalement le traité de transfèrement. C'est une grosse bouffée d'oxygène, tant pour la famille que pour le gouvernement. C'est une grosse bouffée d'oxygène pendant une demi-heure. Parce qu'après ça, on a lu en détail le jugement et c'était clair que, oui, c'est une bouffée d'oxygène, mais ça nous menait nulle part. Parce qu'en fait, les conditions qui étaient liées à ça mettrait vraiment en péril Olivier van de Kastelen. Pour nous, c'était rapidement, on l'avait compris, que toute cette trajectoire juridique en première instance, en appel et même en cassation, était impossible. Ça mettrait clairement en péril sa vie. Et donc, utiliser cette méthode, très rapidement, on a compris qu'on pouvait pas le faire. Alors, entre-temps, puisqu'on savait qu'il y avait eu une suspension de la Cour constitutionnelle. On avait déjà essayé de trouver d'autres méthodes. On avait trouvé une autre méthode entre-temps. Et donc voilà, ce jugement, c'était clair tout de suite que voilà, on n'allait pas l'utiliser. Ja, u liet dus de Iran-deal links liggen en deed beroep op artikel 167 uit de grondwet om de zaak te versnellen. U had dus de toestemming van de regering niet meer nodig om buitenlands beleid te voeren. Hè? Wel, we hadden wel de toestemming van de regering nodig om het te doen, maar niet meer van het parlement. Omdat dat artikel eigenlijk zegt dat het buitenlands beleid in de handen is van de regering en dat ze dus daarvoor niet naar het parlement moet gaan. Om dat uit te voeren hebben we wel een koninklijk besluit gemaakt dat getekend werd door de koning en dat ik natuurlijk voorgelegd heb aan de regering om de volledige zekerheid te hebben dat iedereen daarachter stond.
Wat belangrijk is we hebben een andere methode gebruikt, dat is juist. Maar het democratisch debat over het overleveringsverdrag, dat is er wel geweest. En dus het democratisch debat dat gezegd heeft, u mag dit doen om een Belg die in gevaar is vrij te krijgen, dat is in mijn ogen wel waardevol voor de andere methode die we gebruikt hebben. Daarom dat die artikel laat bovengehaald werd. Het is heel laat bovengehaald, maar dus de democratische meerderheid die we hadden voor het overleveringsverdrag, dat we uiteindelijk niet gebruikt hebben, is wel van toepassing op de andere methode die we gebruikt hebben. En dus in mijn ogen hadden we de democratische gedragenheid die nodig was. Uw collega van Quickenborne zei over deze zaak dat het een van de moeilijkste dilemma's was waarmee een politicus geconfronteerd kan worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Omdat, in heel algemene woorden zal men zeggen, je moet niet onderhandelen met gijzelnemers. Je mag niet onderhandelen met terroristen. En dat was ook mijn eigen persoonlijke mening. Tot je natuurlijk een familie voor u ziet zitten. Een zus, beste vriend, ouders, die vertellen over Olivier, die totaal ten onrechte in een gevangenis zit, die in de meest vreselijke omstandigheden zit. En het is vaak als politicus gemakkelijk om grote woorden te hebben, maar als het over de realiteit gaat, als het over mensen gaat, is het natuurlijk een stuk moeilijker. En het was een gigantisch dilemma. En ik heb daar nachten van wakker gelegen en heel veel over nagedacht. En op een bepaald moment heb ik mijn mening gevormd. En mijn mening was, kijk, we gaan doen wat nodig is om een Belg te redden. En wij laten geen Belgen achter. En we laten geen Belgen achter hier in ons land. En we laten zeker geen Belgen achter in een gevangenis, onschuldig aan de andere kant van de wereld. Et de toute manière, vous l'avez toujours précisé comme tel, libérer un compatriote innocent, c'était votre mission première. Tout à fait, tout à fait. Et je continuerai à le faire. Des compatriotes innocents qui se trouvent dans une prison, on ne leur laisse pas de côté. Et j'ai vu le débat parlementaire. Hein. Il y avait certains parlementaires qui disaient c'est de sa faute, qui se débrouille. Ce n'est pas mon opinion et ce n'est pas le pays qu'on est. Je pense que la Belgique est un autre pays. Nous sommes un pays où nous prenons soin les uns des autres, même si la personne se trouve à l'autre côté du monde. Ja, N-VA Darya Safai, die zelfs in de gevangenis in Iran zat, zei dat je met de Iraanse autoriteiten niet kunt praten. Het werd echt een touwtrekkerij met de oppositie. Heeft dit misschien de onderhandelingsproces vertraagd? Nee, omdat het democratisch debat moet plaatsvinden. En we hebben daar een verschillende mening over. Darya Safai en ik hebben daar een andere mening over. En ik respecteer haar mening. Maar je moet het democratisch debat laten plaatsvinden. Dat was voor mij cruciaal dat we dat in volle transparantie zouden doen. Ik ging dat niet zoals in een film ergens verborgen gaan doen. Dat moest in volle transparantie. We hebben dat debat gehad. De verschillende meningen daarover die waren duidelijk. Er is een democratische meerderheid om te doen wat we gedaan hebben. We hebben uiteindelijk meer gedaan dan dat. We hebben 4 mensen vrij gekregen. Het is voor de inwoners van België ook duidelijk op welke manier iedereen daarnaar kijkt. Mijn mening is dat zelfs als iemand iets doet waar sommigen zeggen hij had dat niet moeten doen, dat voor mij geen reden is om die persoon te laten creperen. Dat zelfs iemand in die situatie, dat ik alles zal doen om die vrij te krijgen. Andere partijen hebben daar een andere mening over. Andere partijen vinden, je maakt een fout, oké, trek uw plan aan de andere kant van de wereld. Dat is niet mijn mening. Maar op zijn minst zijn de meningen wel duidelijk. Ze zeiden, dus, u reist op eigen risico, of misschien had u maatregelen moeten nemen nadat Assadi veroordeeld werd? Of was dat mogelijk? Ja, maar we zijn een land van vrije mensen. En ik kan mensen advies geven, maar mensen maken zelf hun keuzes. En ik wil een land blijven van vrije mensen, waarin mensen zelf een afweging maken. Maar zelfs als iemand een afweging maakt die dan uiteindelijk slecht afloopt. Ik wil niet in een land leven waar men zegt, je hebt een fout gemaakt, trek uw plan. We laten u zitten, we laten u creperen in de gevangenis. Dat is niet het land dat wij willen zijn. En wij zijn een land waarin we mensen steunen in alle omstandigheden. Mais concrètement, est-ce qu'Olivier van de Castel a ignoré un avis négatif de voyage en Iran formulé par les autorités belges? A-t-il fait preuve d'imprudence? Vous lui poserez ces questions. Moi, je ne vais pas répondre à sa place. Le plus important, c'est qu'on a pu le libérer. Ça a dû être quelque chose d'épouvantable pour lui.
On l'a libéré, il est de retour en Belgique avec ses amis, avec sa famille. C'est ça le plus important. Assadi werd nadien als een held onthaald en de Iraanse oppositie vond wat België had gedaan schandalig, een toegeving aan chantage. Wat kan België tegen die gijzelcultuur van Iran doen? Allereerst en vooral hebben wij duidelijk gemaakt dat als u met België onderhandelt, dat het niet evident is. En dat Iran niet er zin heeft gekregen. Ik heb ook weinig lessen te krijgen. Weet u, wij hebben in ons land iemand die geprobeerd heeft een terroristische aanslag te plegen. We hebben die man gearresteerd. We hebben die man voor de rechtbank gebracht. We hebben die man veroordeeld. We hebben die man bijna 5 jaar in een Belgische gevangenis gestoken. Ik heb weinig landen die dat gedaan hebben. Ik heb eigenlijk echt geen lessen te krijgen. Ons land heeft haar rol gespeeld. En we hebben een Belg vrijgekregen. Zou u in de toekomst maatregelen kunnen nemen om Belgen te verhinderen om naar Iran te gaan? We zijn een land van vrije mensen. Ja, in een vrij land, ik ga mensen niet vastbinden aan hun stoel. Maar ik hoop natuurlijk wel dat Hans deze episode mensen wel doet nadenken. Ik kan alleen maar hopen dat wij Belgen blijven in de rest van de wereld gaan. En dat we blijven de wereld ontdekken. En dat we blijven tonen welke rol wij in de wereld spelen. En dat is soms niet zonder risico. Het leven zonder risico bestaat niet. Maar we kunnen natuurlijk wel voorzichtig zijn en het risico proberen te beperken. Risico meten. Ja. Alexander De Croo, est-ce que vous et votre gouvernement avez aujourd'hui le sentiment du devoir accompli, même si le travail continue, et c'est l'argument premier que vous avancez dans l'affaire de l'octroi des visas qui vous concerne ici actuellement en ce moment même? Oui, on fera tout pour continuer à libérer d'autres Européens ou améliorer leurs conditions de détention. Et on a senti que la porte n'était pas fermée. Et j'utiliserai tous les leviers que j'ai. Et un des leviers que j'ai maintenant, c'est que voilà, la libération d'Olivier van de Castele et les 3 autres Européens s'est bien passé. Et c'est un levier que je vais utiliser pour améliorer, par exemple, les conditions de détention du docteur Djalali, pour essayer de libérer d'autres Européens. La Belgique a appris énormément de choses dans un espace d'un an et demi. Et on le mettra à disposition d'autres pays pour qu'eux ils puissent aussi libérer leurs compatriotes. Vous parliez d'Européens, mais est-ce qu'il y a encore d'autres ressortissants belges qui sont actuellement détenus en Iran ou ailleurs dans le monde? Pas en Iran, non. Mais ailleurs dans le monde, oui. Oui, mais c'est difficile de faire une liste de ça parce qu'il y en a beaucoup et il y en a qui sont condamnés, il y en a qui ne le sont pas. C'est assez hétérogène comme groupe, mais ici c'est vraiment très très clair que Olivier van de Castele était innocent et devait être libéré. Il était aussi dans des conditions tout à fait dramatiques. Alors, dernière question, que souhaitez-vous aujourd'hui à Olivier van de Castele, à ses parents et à ses sœurs? Qu'ils puissent passer du temps ensemble, qu'ils puissent récupérer les 455 jours qui ont disparu, je pense. Moi, j'ai parlé 10 minutes, un quart d'heure avec Olivier van de Castele. C'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. C'est quelqu'un, on le voit dans ses yeux, c'est quelqu'un qui a une conviction, qui veut jouer un rôle dans le monde. C'est pour ça qu'il travaillait dans des ONG. Et voilà, je peux qu'espérer que sa vie lui revienne et qu'il puisse de nouveau faire ses choix. Essayer de réaliser ses rêves et trouver le confort humain autour de lui. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir reçus. Bedankt voor deze interview en bedankt voor uw vertrouwen. Dank u wel. Dank u.